Salut à tous. Petite annonce, double annonce même, avant de passer à cet épisode de Vue du Banc. La première, c'est qu'avec notre partenaire PMU.fr, vous pouvez avoir droit à 2 free bets à l'inscription, en plus de l'offre de bienvenue de free bet de 10€. Pour cela, n'oubliez pas d'inscrire le code VDB au moment de vous inscrire sur PMU.fr et vous serez ainsi crédité de 2 free bets de 10€ en plus de l'offre de bienvenue. Et aussi, évidemment, autre code promotionnel en ce moment qui fonctionne, c'est sur coparena.com, l'application où vous pouvez retrouver les articles de Christophe, Raphaël et moi-même pendant toute la durée de l'Euro. Votre premier mois d'abonnement est offert sur Coparena avec le code COPAVDBEURO, COPAVDBEURO. Analyse des matchs de l'équipe de France et de plein d'autres choses encore, en plus de formats audio exclusifs. Tout ça, c'est sur Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Mais tout de suite, c'est Vue du Banc. Vue du Banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 6e épisode de la saison 8 de Vue du Banc. On va revenir aujourd'hui sur 3 rencontres, la victoire de la République tchèque 2-0 contre l'Écosse, la victoire de la Slovaquie 2-1 face à la Pologne et le match nul et vierge 0-0 entre l'Espagne et la Suède qui vient de se terminer il y a quelques minutes à l'instant où nous enregistrons. Je vais saluer mes 2 compères, d'abord Florent Tenuti, salut Flo. Salut Raphaël. J'essaye de faire une présentation tournante où on ne dit pas toujours au même salut en premier. Christophe Kuchli est dans l'autre pièce. Salut Christophe. Bonjour mon cher Raphaël Cosmidis. Et Christophe qui est bien placé puisqu'on voit toujours son magnifique appartement, son beau bar. On a vraiment envie d'y passer du temps. Peut-être pas autant par contre que devant un match comme Écosse-République tchèque, mais ce ne sera pas le premier match qu'on va évoquer. On va commencer par Espagne-Suède 0-0. J'ai essayé de faire une transition, Flo, et je n'aime pas voir ta petite face déconfite. D'ailleurs, je suis assez déçu de ton manque de soutien, donc je vais lancer Christophe sur cette rencontre entre l'Espagne et la Suède, 0-0, donc on l'a dit. Il y a eu des occasions, pourtant je crois que c'est un match qui finit à 2 et quelques XG pour l'Espagne, à 1,34 pour la Suède, les derniers chiffres que j'ai lus, donc il y a eu des occasions. Et est-ce qu'on peut finalement aller plus loin dans l'analyse, Christophe, que dire que l'Espagne a bien joué mais n'a pas concrétisé sa domination? Parce que je pense qu'on risque d'avoir le même son de cloche qu'en 2018 après le match contre la Russie, c'est-à-dire énormément de passes mais pas de buts. Cela dit, il me semble quand même que c'était plus intéressant offensivement que ce qu'avait fait la bande d'Isco en 2018. Sachant que si on prenait l'angle, l'Espagne a bien joué mais n'a pas concrétisé, je pense qu'on serait pas mal à contre-courant, parce que là, je vois sur Twitter, tout le monde trouve que l'Espagne a été cataclysmique, et que le fait d'avoir 85% de possession, de faire, je sais plus, 850 passes, et de ne pas réussir à marquer, est une forme d'insulte au football. Mais après, l'Espagne n'a pas bien joué sur le côté, oui, on crée des décalages de partout, on occupe très bien les zones, parfois les joueurs se sont marchés dessus, il y a eu des choix qui peuvent être contestables. Il y a eu effectivement parfois la volonté de faire la passe en plus, alors qu'on pouvait légitimement tenter soit une frappe, soit de la percussion, parce que dans tous les cas, l'adversaire n'essayait pas de jouer au foot, l'adversaire rendait le ballon quasiment systématiquement, donc du coup, tu perdais rien à tenter, puisqu'a priori, il n'y avait pas forcément de risque de devoir défendre une transition derrière. Maintenant, en fait, il y a plusieurs approches. C'est est-ce que tu parle uniquement du résultat, pourquoi l'Espagne n'a pas marqué, alors pourquoi aussi elle n'a pas encaissé, mais en gros pourquoi est-ce que ça finit à 0-0, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça fasse 0-0 face à tous les blocs bas, en tout cas que l'Espagne ne marque pas, ça c'est un premier angle. Le deuxième, c'est de réfléchir aux axes d'amélioration sur les phases de possession. Tu parlais des XG, alors ça dépend évidemment des modèles, hein. Si on prend celui d'Infogol, ils sont à 2,57, la Suisse est à 2,60, donc voilà, ça se tient vraiment, c'est la plus grosse production offensive, mais est-ce que tu ne peux pas espérer faire passer ce total à 3 ou 3,50, donc à ce moment-là, ça serait mieux faire les choses quand t'as le ballon. Puis t'as aussi le dernier versant qui est est-ce que finalement la plus grande problématique c'est le 1-4 ou quelque chose comme ça de la Suède alors qu'elle a 15% de possession et que même ces 15% là dedans tu peux en jeter 12 ou 13%, quoi. C'est-à-dire que concrètement la Suède ne va quasiment jamais dans le camp adverse et pourtant est à quelques centimètres de marquer. Et c'est vrai que là-dessus, puisque je pense que certaines individualités type Morata, je suis pas sûr que Morata se transforme en Lewandowski du jour au lendemain à 28 ans. Moi, c'est presque plus le dernier volet, le volet défensif qui m'embête,
parce que finalement c'est cet aspect où je me dis, si un adversaire décide de jouer, l'Espagne peut exploser plus facilement que le risque finalement d'être stérile. Elle peut être stérile à nouveau, hein, mais je pense que vraiment la plus grande menace, c'est d'arriver face à un adversaire qui poussera un petit peu et qui réussira à marquer 2 buts. Les compositions avant de donner la parole à Flo. Du côté de l'Espagne, un 4-3-3 assez classique avec Unai Simon dans les buts, Alba à gauche, Marcos Llorente, futur ballon d'or à droite, Laporte et Torres en défense centrale, le milieu à 3, donc Rodri, Koke, Pedri, et une attaque, Dani Olmo, Morata dans l'axe et Ferran Torres à droite. Du côté de la Suède, quel système, Flo ? 4-4-2. Bien sûr, les mêmes qu'en 2018 avec Olsen dans les buts, Augustinsson, Danielsson, Lindelof et Lustig derrière. Il me semblait qu'on avait bien aimé Lustig en 2018, je ne sais plus, mais il avait été revenu souvent dans nos hommes. Peut-être, c'est possible. Je t'avoue, je l'ai effacé de ma mémoire. Même si à l'époque, je défendais un petit peu l'approche suédoise que je trouvais moins horrible que toi. Là, pour le coup, ce soir, je vais te rejoindre assez rapidement. Mais je te laisse finir. Les milieux de terrain, Forsberg est toujours là par rapport à 2018, Ekdal est toujours là, Olsson et Larsson complètent ce milieu, et devant l'immense Marcus Berg que Stade Rennais avait affronté en début de saison, et Ishak, l'attaquant de la Real Sociedad, donc qui a fait une très belle saison en Espagne, et qui, là aussi on pourra reparler de son match, mais confirme tout le bien que l'Europe pense de lui, et que pas mal de clubs, je pense, identifient chez lui. Alors Christophe a parlé de plein de choses, Florent, on va commencer par ce que l'Espagne a fait avec le ballon, parce que c'est quand même la majeure partie de son match, puisque 85% de possession, plus de 850 passes, je crois que Christophe a donné la stat. Ouais, j'en vois 917, moi, là, je suis sur WhoScored. J'en vois 917 tentés, je pense. Ah oui, c'est peut-être les stats réussies, ouais. Ouais. Ça doit être la stat des réussis, parce qu'ils ont 91% de passes réussies. Donc je pense que ça doit être ça. Du côté de l'Espagne, donc qu'est-ce qui a le plus posé problème ? Est-ce que c'est le nombre d'occasions que tu te crées, ou l'incapacité à les finir ? Toi qui vois ce match-là, il y a 17 tirs pour l'Espagne, 85% de possession. Est-ce que par rapport au temps où tu as le ballon, finalement, 2 et quelques XG et 17 tirs, ça suffit ? Normalement, ça devrait suffire parce que concrètement, il y a quand même 4 grosses occasions pour les Espagnols sur le match. Il y a Morata en face à face qui tire à côté, il y a une tête d'Olmo, il y a une reprise de Koke sur un centre à ras de terre de je ne sais plus qui en première mi-temps, un centre qui vient de la gauche. Je me demande si c'est pas Olmo d'ailleurs qui lui met parfaitement entre les défenseurs, et Koke l'envoie au-dessus. Et puis en fin de match, il y a la tête de Gérard Moreno qui est sorti par Olsen, qui fait 2 bons arrêts sur les têtes, justement. Tu peux même rajouter Sarabia qui est un peu surpris d'avoir un ballon au deuxième poteau, mais qui est super bien placé pour relayer en une touche. Ouais, qui met le genou, je crois, pour essayer de finir, parce que il est pas prêt à la récupérer. Donc non, mais pour moi, le vrai problème de l'Espagne, c'est ces 4 grosses occasions manquées. Il y a aucune autre équipe qui rate autant de grosses occasions sur cette première phase, enfin cette première séquence de match. L'autre nation qui en rate beaucoup, c'est la Suisse, qui fait 1/4 face au Pays de Galles et qui chope le match nul grâce à la seule occasion convertie par Mbolo. Mais voilà, après il y a plein de choses. Oui, tu peux dire que le milieu de terrain, que Pedri aurait peut-être pu prendre un peu plus de risques, mais c'est un défaut entre guillemets qui lui avait déjà été parfois reproché dans certains matchs du Barça, où il pouvait tomber un peu souvent dans la neutralité quand le jeu demande des prises de risques et demande de vraies prises d'initiative. Après, c'est lui en deuxième qui trouve 2 fois Alba, je crois, lancé dans le dos de la défense, et ça donne 2 centres, il me semble. Ouais. Mais il y en a d'autres, il y en a, tu vois, où il arrive à se faufiler, à rentrer un petit peu dans le cœur du bloc suédois avec le ballon, et il est à 20 mètres, voire même à 16 mètres, tu te dis, là, faut tenter, et puis il cherche encore une combinaison, et finalement, la combinaison n'arrive pas. Parce qu'après, c'est vrai que dans les petits périmètres, les joueurs espagnols devant sont plus forcément très à l'aise pour jouer dans des tout petits espaces remisés, etc. Donc il y a ça. Tu peux reprocher à Koke de pas forcément être très créatif pour ce rôle de 8. Rodri m'a un peu frustré parfois aussi. À gauche, Alba, à partir du moment où il faut lever le ballon quand il faut centrer, ça a l'air d'être assez compliqué. À droite, finalement, Marcos Llorente est pas tant monté que ça, on l'a pas tant vu que ça offensivement. Donc voilà, il y a plein de choses que tu peux leur reprocher, mais concrètement, dans un match comme ça, quand t'as 4 grosses occasions, si t'en convertis une, c'est terminé, et puis tu reviens pas sur ces petits points négatifs. En revanche, comme le disait Christophe,
le fait que la Suède, avec 15% de possession, 4 tirs et un seul joueur de foot qui était, en tout cas qui voulait jouer au foot, qui était sur le terrain, qui était Ishak, les Suédois arrivent à sortir avec plus de 1 XG, comme Christophe l'a dit tout à l'heure. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus problématique pour la suite, pour les Espagnols, je pense. Il y a l'ami Thomas Peset sur Twitter qui parle un peu de temps en temps de foot, qui a disparu un peu de l'analyse d'un e-sport, mais qui est toujours très bon, et qui citait notamment Llorente et les latéraux espagnols en disant que c'est vrai qu'il y avait peu de prise de risque finalement, et c'est venu d'Alba en deuxième partie de rencontre. Christophe, est-ce que c'est pas là aussi un axe d'amélioration qui d'ailleurs a existé un moment et existe toujours de temps en temps chez les équipes de Guardiola quand il faut ne pas trop s'exposer, où on hésite à envoyer les latéraux dédoublés, notamment au Bayern ou dans un club où tous les latéraux étaient beaucoup habitués à dédoubler dans le dos de Ribéry et Robben, ça avait un petit peu disparu quand Guardiola était arrivé. Est-ce que c'est pas une idée aussi, et je te le demande au-delà de mon pari Llorente buteur, qui n'a jamais semblé passer parce que Llorente s'est jamais présenté dans la position de liner, ce que j'imaginais un peu. Il y a peut-être là aussi une solution, parce que c'est vrai que la profondeur, sinon, ne semble pas venir de beaucoup de joueurs potentiels. Ce qui m'embête, en fait, c'est que autant de la part d'Alba, oui, alors tu vas jamais recréer la relation qu'il y a avec Messi, mais globalement, les appels, il a l'habitude de les faire, à voir si on lui donnera la profondeur, mais même quand l'adversaire est relativement bas, d'ailleurs il a réussi 1 ou 2 fois à le faire en début de match, donc tu peux quand même essayer de faire sortir le latéral ou le central en tout cas à tirer et mettre dans le dos pour Alba qui arrive lancé en deuxième rideau avec sa vitesse, avec même quelques mètres de retard, le fait qu'il arrive lancé, il peut toucher la balle et ensuite centrer. Alors en retrait, généralement au sol, il fait un peu toujours le même centre, quoi. Même si Morata est pas forcément mauvais de la tête, il va rarement lever le ballon. De l'autre côté, j'ai un peu plus d'incertitude dans la mesure où Llorente n'est pas du tout un latéral droit. Alors il a joué quasiment partout dans sa carrière, à part vraiment pur numéro 9 et central, je pense, évidemment gardien. Mais alors, il y a toujours une part d'interprétation, parfois, mais lui, il en est la preuve vivante. Tu mets les joueurs dans des positions qu'ils connaissent pas forcément, ils arrivent à se les approprier, à les interpréter, à montrer une facette de leur talent footballistique qu'ils n'ont pas forcément pu montrer plus tôt. Maintenant, Marcos Llorente, le dédoublement du latéral, il le fait pas en fait, c'est-à-dire qu'il peut percuter plus ou moins dans cette zone-là, mais il le fait depuis une position de milieu droit, ou après, de deuxième attaquant, ou de milieu excentré, axe droit. Est-ce que dans ce match-là, la position de latéral pouvait pas ressembler à la position qu'il peut avoir à l'Atlético parfois sur le côté, tellement l'Espagne était haute dans le camp adverse. C'est ce que je me disais effectivement. Après, le dédoublement, il est quand même moins naturel, on va dire. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est pas lui qui fait le 1-2 pour ensuite partir dans le dos de Torres. Dans ma tête, en fait, faudrait vraiment que Ferran Torres soit assez recentré et laisse Marcos Llorente être en gros un piston, quoi. Ouais, parce on a vu à quel point Llorente savait dribbler, éliminer et aller vite, donc je m'étais dit que ça pouvait être, tu vois, un pendant à Alaba. Alba, pardon, pas Alaba. Mais ça s'est jamais vu, tu vois. Et Alba. Pourtant, Alba qui en termes de centre, là j'étais en train d'aller vérifier, termine à 1 sur 8 en termes de centre réussi, centre tenté. Et sachant que le meilleur centreur de l'Espagne ce soir, c'est Coquet à 3 sur 8. L'Espagne termine à 7 sur 29, je crois, au total, en termes de centre tenté et réussi. Enfin, réussi après, et tenté. Ils avaient, en général, il y avait quoi? Il y avait Morata et peut-être Torres qui arrivaient dans la surface. Oui, c'est ça, oui. C'était, si ça partait de la gauche, c'était ça. Et de l'autre côté, t'avais Olmo qui y allait et qui a peut-être été l'Espagnol, je pense, le plus dangereux, le plus remuant sur le trio d'attaque ce soir, à mon avis. Je trouve que c'est là où la comparaison avec une équipe comme l'Allemagne fait mal, c'est que l'Allemagne, tu sais que s'il y a un centre qui vient comme ça sur attaque placée, t'as Gossens qui va arriver, t'as un milieu qui va arriver, t'as les 3 attaquants qui vont être là. Et l'Espagne, alors il y a ce problème de conservation avec beaucoup de surnombre au milieu qui fait que tes mecs ont pas forcément le temps de venir, et 2, les profils sont pas vraiment adaptés, quoi, pour que ça débarque dans la surface. Après, je trouvais que c'était, il y a eu pire en termes de projection dans la surface côté espagnol, je pense, par le passé, dans d'autres sélections. Oui, il y a vraiment eu pire que ce soir, et même en termes de mouvement, surtout en début de match. Après, ça s'est vraiment calmé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le début de la deuxième mi-temps, j'ai l'impression que les Espagnols n'arrivaient pas à reprendre vraiment et à retrouver le rythme qu'ils avaient montré en début de match, où il y a eu des situations qui se sont un petit peu multipliées. Il y avait surtout plus de mouvements, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait un gars qui était pas trop cadré au milieu de terrain, il y avait toujours un appel
toujours un mec pour faire l'appel. Et ça, c'est vrai qu'au fil des minutes, ça s'est calmé, ça s'est effacé. Et c'est vrai que la fin de match, il a fallu attendre, je pense, quelques changements et du sang frais venant de la touche pour un petit peu retrouver du peps, qui a expliqué d'ailleurs que ça redémarre un peu en fin de match en termes d'occasion. Mais c'est vrai qu'il y a aussi eu, dans la possession espagnole, on n'a pas été sur un niveau constant de mouvement et de projection dans les 30 derniers mètres, quoi. Je pense qu'il y a quand même une marge d'amélioration à la fois sur... Alors je sais pas si c'est les joueurs en tant que tels, c'est-à-dire est-ce que tu dois simplement les remplacer ou leur niveau intrinsèque, mais Koke, Rodri, Pedri, je pense que il y a moyen de faire plus créatif. Alors oui. C'est simple parce que c'est un peu facile dans la mesure où les trois ont été corrects, hein, mais pas incroyables, mais forcément tu peux être tenté de te dire tu remplaces Koke par Fabian Ruiz comme c'était le cas en toute fin de match, tu sors Pedri pour mettre Thiago Alcantara, et alors il y a pas mal d'articulations, tu peux par exemple descendre Dani Olmo d'un cran à la place de Pedri et faire Ferran Torres, Gérard Moreno, Adama Traoré ou Mikel Oyarzabal pour prendre un peu la profondeur. Tu peux le faire sur la poule, en tout cas tu peux le faire. C'est ça, enfin je veux dire t'es pas obligé d'avoir un milieu reculé, un numéro 8 et Pedri qui est un numéro 8 qui peut jouer un petit peu plus haut et trois attaquants avec un ailier, un espèce de milieu offensif complet, un pur attaquant. Tu peux faire descendre Dani Olmo d'un cran par exemple, faire un Torres un petit peu moins et vraiment charger en profil offensif, parce que dans tous les cas comme tu le disais c'est quand même quelque chose d'assez qu'il faut souligner, c'est que voilà, on dit Marcos Llorente latéral. Moi, ça m'interpellait surtout sur le côté, finalement, le dédoublement, le fait de vraiment être collé à la ligne de touche pour passer dans le dos de quelqu'un. C'est pas forcément un mouvement qu'il a l'habitude de faire, mais les zones occupées étaient pas du tout les zones occupées telles qu'on voit, genre Rodri, tu peux imaginer genre milieu récupérateur, Pedri relayeur. Dans l'absolu, la position moyenne de Pedri, elle est à 35 mètres du but ou 30 mètres du but adverse, comme à peu près tout le monde. Donc c'est vrai que là-dessus, tu peux un petit peu changer le profil entre le tableau noir et vraiment les zones occupées, donc ce que tu peux attendre de tes différents joueurs. Je garderai quand même Pedri, je sais pas ce que t'en penses Flo, pour la relation qu'il a avec Alba, qui peut potentiellement être intéressante comme sur les 15-20 dernières minutes du match. En revanche, il y a peut-être un truc à faire sur Gérard Moreno, qui est entré avec beaucoup de disponibilité, beaucoup d'appui et remise de déviation, et en plus grosse présence dans la surface. Rien que pour attirer des joueurs, ça en a libéré d'autres. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de... Je sais pas comment qualifier autre que dire de l'explosivité du mouvement, mais je sais pas, il a un peu plus de calcium que Morata, je trouve, dans la surface. Oui, après, je pense que aussi en termes d'efficacité et de qualité devant le but, je pense que sur les dernières saisons, il est devant Morata, il me semble. Oui, la dynamique est plutôt Moreno que Morata, oui. Voilà. Juste, j'ai le chiffre. Morata, chez les pros, parce que je l'ai tweeté, j'ai vérifié ça 3 fois pour pas dire de bêtises. En équipe première, donc pas avec les réserves, parce qu'il a pas mal marqué avec la réserve du Real. En championnat, c'est 85 buts en 10 ans de carrière. C'est-à-dire que concrètement, c'est autant que Lewandowski depuis, je crois, février 2019. Ouais, après, tu prends pas. En termes de comparaison, tu prends le mec, hein, c'est un petit peu dur. Je prends la stat qui est la plus rigolote, mais si tu veux, je vais la prendre pour Gérard Moreno. Et on va voir que 85 buts, c'est pas énorme en fait, ça fait 8,5 buts par saison. Oui, c'est énorme. Là, sur les 2 dernières saisons, c'est 23 et 18 buts. Donc déjà, on est à 41. Donc c'est-à-dire que t'as 2 saisons de Gérard Moreno, c'est 9,5, 10 saisons de Morata. Alors après, les 2 dernières, il a beaucoup marqué, mais c'est pour dire, voilà, la différence dans la surface de létalité. Sans que Moreno n'est même pas en plus un pur buteur. C'est quelqu'un qui peut se délocaliser un petit peu sur le côté. Non, mais c'est sûr que la discussion avec Moreno... Est-ce que Morata démarre le prochain match, Flo ? Si c'était moi, non, mais j'en suis pas persuadé qu'il soit mis sur le banc après ce match-là par Luis Enrique. J'ai l'impression qu'il compte pas mal dessus, mais tu me mets un petit peu en difficulté. Moi, je le mettrais pas, mais je suis pas convaincu qu'il saute après ce match, quoi. Par contre, est-ce qu'il démarre le 8e de finale de l'Espagne ? Est-ce que l'Espagne va en 8e ? Non, l'Espagne va aller en 8e normalement quand même. Mais Morata bosse beaucoup sans ballon. En tout cas, c'est ça. Il y a peut-être ça qui joue pas mal aussi. Après, bon, le match à venir, je crois que leur deuxième match face à la Pologne. Moi, je serais pas surpris qu'il y ait des changements au milieu de terrain aussi, dans les 3, que Thiago rentre, par exemple, dans l'équipe, soit à la place de Rodri, soit à la place de Koke.
Et devant, en effet, qui est des éléments plus attirés par la profondeur. Je pense qu'Oyarzabal peut rentrer dans l'équipe. Et peut-être Moreno, mais j'en suis pas totalement convaincu. Après, c'est vrai que Ferran Torres fait pas un match immense non plus. J'ai bien aimé l'entrée de Sarabia sur certains moments. Ouais, après je pense que sur le trio d'attaque, s'il doit y avoir un rescapé, c'est Olmo. Les deux autres, tu peux changer. Et au milieu, s'il doit y avoir un rescapé, je pense que je garde Pedri, parce qu'il peut faire des choses un peu différentes des deux autres. Et peut-être que je fais confiance à Thiago et Fabian Ruiz, même si tu peux imaginer ça un peu trop offensif, je sais pas. Mais voilà, après la Pologne en face sera pas l'équipe non plus la plus rapide et la plus menaçante en transition, même si quand tu vois le bordel qu'a mis Ishak, un Lewandowski tout seul un peu énervé peut faire aussi très mal. On va parler un petit peu de ce qui a posé problème défensivement chez les Espagnols et du coup de la Suède, parce que pour l'instant on n'a rien dit de la Suède, Christophe, mais il y a quand même un exploit statistique, c'est qu'avec seulement donc 15% de possession, ils ont 4 tirs, c'est déjà plus que la Turquie, qui avait terminé à 3 tirs, et ils ont surtout des grosses occasions. Donc qu'est-ce qui a pu être réussi chez les Suédois ou pêché chez les Espagnols? On va forcément parler d'Ishak. Est-ce que c'est plus qu'Ishak finalement qui a fait que la Suède a eu des occasions? Il y a les deux trucs, c'est-à-dire que un joueur moins bon que lui ne se serait pas forcément créé ces occasions-là, parce que parfois tu te dis il tarde un peu trop et finalement il arrive toujours à éliminer ce qui ressemble à un peu des tricotages inutiles. Finalement il arrive quand même à accéder à une position de tir derrière, et donc il faut quand même dire qu'il est, bon on le sait, mais il est pas du tout maladroit avec le ballon, il arrive à s'emmener tout seul des occasions où d'autres je pense n'auraient même pas forcément poussé le truc jusqu'au bout, auraient peut-être essayé de remiser, jouer en appui, installer une phase un peu de possession dans le camp adverse. Lui arrive à mener les occasions jusqu'au bout, mais bon, ça, on l'avait dit, on le sait, c'est un très bon attaquant, et moi c'était l'une des raisons qui faisait que j'avais envie de suivre la Suède. Bon ça suffira pas, j'ai pas du tout envie de suivre la Suède, mais voilà, Ishak, très bon joueur. Maintenant il y aura des numéros 9 encore plus forts a priori sur la route de l'Espagne. Maintenant il y a aussi des problèmes défensifs, à la fois individuels et de compréhension, tu vois. C'est-à-dire que j'ai plus trop en tête la deuxième, je sais plus exactement comment ça part, mais la première qui est sur un long dégagement suédois, c'est Pau Torres qui sort totalement sans raison, qui se fait aspirer et qui du coup, en gros Ishak fait une espèce d'appel contre appel, et bon, Pau Torres se fait avoir sur le premier appel et le contre appel le met totalement dans le vent, et ensuite c'est le 1 contre 1, Ishak Laporte que Laporte perd, il essaye un peu de gêner le tir, au final il gêne quand même, parce que dans la mesure où le tir est pas cadré, et Llorente est à deux doigts de se la mettre dans son but, parce que donc le tir était à côté, mais c'est-à-dire à la fois des interventions défensives qui manquent de tranchant, qui sont pas décisives, et aussi, Pau Torres et Aymeric Laporte, ils ont joué un match ensemble, ils sont tous les deux gauchers, même si bon, on se plaint pas forcément quand t'as deux droitiers, donc je suis pas sûr que d'avoir deux gauchers, ça soit la fin du monde, mais si tu rajoutes à ça le fait que Llorente soit pas un latéral droit et que Jordi Alba soit pas un très bon défenseur sur l'aspect défenseur gauche, c'est-à-dire que c'est plus un contre-attaquant, quelqu'un qui va t'amener de la profondeur, que quelqu'un capable de tenir sa zone. C'est un petit peu embêtant. Je sens qu'Unai Simon je continue à me faire des frayeurs, et je pense que jusqu'à la fin de mes jours, à chaque fois que je le vois relancer sous pression, j'aurais peur qu'il se fasse contrer ou qu'il rate son dribble. Donc je pense qu'il y a un peu à la fois du niveau individuel des joueurs et le système, du manque de compréhension, manque d'habitude de défendre, peut-être de l'endormissement, la concentration qui saute quand l'adversaire n'attaque pas du tout. Mais c'est vrai que tu te dis, l'adversaire n'attaque quasiment jamais, il se procure des occasions avec une seule menace. Alors ça n'arrivera pas, donc voilà, mais si, admettons, t'avais la Pologne qui aurait, je pense, plus attaqué et qui avait eu Milik, Lewandowski, ça aurait été très compliqué. Là, t'auras que Lewandowski, donc bon, à voir, mais je suis vraiment pas rassuré, et c'est vraiment ça qui m'embête le plus, parce que pour moi, le scénario où tu refais comme face à la Russie en 2018, où t'as la possession très très longtemps et tu n'arrives jamais à marquer, ça peut arriver, mais ça me paraît plus improbable que simplement d'arriver face à une équipe qui sera en réussite et qui va te marquer des buts, quoi. Oui, l'avantage c'est que là aussi les trois peuvent passer dans le groupe, alors que la Coupe du Monde tu sors parce que t'es pas dans les deux. Ishak, Flo, on valorise souvent les plans de jeu ou les projets de jeu, les collectifs. Il y a aussi la grande performance de l'attaquant dans une équipe qui n'a jamais le ballon.
Et là, on est quand même sur un niveau de perf assez impressionnant, parce que je pense qu'il est sur toutes les bonnes séquences de la Suède, qui sont rares. Oui. Il fait un chantier, et il y a cet alliage de puissance et de technique, qui était un peu le délire de Morata en début de carrière, ce qui pouvait nous plaire, qui a eu plus de mal à exister depuis. Mais là, quand même, dans une équipe où t'as jamais le ballon, où tu reçois des ballons vraiment casse-pipe, il sort un très 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 bon match d'attaquant en galère, quoi. Et ça, c'est en plus, vu son âge et les partenaires qu'il a, tu vois, je me dis, bon, Ibra est blessé, il est pas là, mais c'est pas sûr qu'il aurait fait mieux dans ce contexte-là, tu vois. Oui, non, c'est sûr. En plus, il a un côté faulant quand même pour sa taille. En fait, il a deux côtés. Il a un côté faulant et il a un côté faux maigre aussi, parce que il fait quand même assez grand, assez dégingandé, pour reprendre une expression que tu adores. Et c'est vrai que dans les deux cas, en fait, tu te dis, bon, bah, il fait 1m90, il est très fin, il va pas vite. Et puis finalement, dès qu'il commence à accélérer, tu vois que les défenseurs ont du mal à suivre. Et puis en plus, derrière, tu te dis, bon, bah, le défenseur, il va le reprendre au contact, il va le faire voler. Et puis en fait, au contact, tu vois que Laporte et Torres, il y a une action, je crois, en deuxième mi-temps, où ça finit pas sur une grosse occasion, mais je crois qu'il est excentré côté gauche, il me semble. Ouais, je m'en souviens, c'est Laporte qui galère pour le stopper. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un ballon à la con en plus qui rebondit, etc. Et il arrive alors je crois qu'il arrive pas à passer devant, mais tu dis, oh, bah, c'est tranquille pour Laporte. Et puis en fait, non, il se retrouve vraiment sous pression. Et je crois que ça finit sur une faute ou quelque chose comme ça, il me semble, le contact. Mais voilà, il a cette double facette où quand tu le vois, tu t'attends pas du tout à ça. Et en plus, par-dessus, il y a cette qualité technique où parfois il va s'en tirer parce qu'il y a un compte favorable ou deux, mais c'est quand même quelque chose qui va provoquer. Il est capable d'enchaîner assez rapidement d'un pied à l'autre au niveau du dribble, et ce qui fait que ça en fait un joueur assez surprenant, et qui forcément, quand t'es défenseur en face, je pense que tu t'attends pas, si tu l'as pas scouté, si tu sais pas exactement de quoi il est capable, ou si si t'as pas déjà eu à le gérer. Ils le connaissaient pour le coup, je pense, la plupart. Oui, non. Ça, je veux dire. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis pas sûr que les Slovaques et les Polonais vont être hyper à l'aise avec Ishak. Par exemple, on parlera tout à l'heure de la Pologne. Les défenseurs polonais, vu la galère qu'ils ont eue pour tenir les Slovaques, avec Ishak, je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ça peut très très mal se passer pour eux, pour le coup. Parce que Glick, Bednarek et Berezutski, je crois que c'était le troisième. Ouais, Berezinski, pardon. Cataclysmique. Dans les trois dans les 1 contre 1, c'était absolument catastrophique. Et d'ailleurs, les Slovaques ont bien joué là-dessus. Et avec un Ishak comme ça, qui peut-être face à la Pologne aura plus de ballons à jouer que les 20 ballons, je crois, qu'il a touché sur ce match-là, ce qui est plus que Berg quand même à côté. Je pense que Ishak peut faire beaucoup de dégâts sur ce match face à la Pologne. Mais je crois que ce sera le dernier, justement, celui-là. Alors, les ballons touchés d'Ishak, je suis en train de vérifier. Flo, il touche 20 ballons en effet. Donc tu es juste. Et en termes de passes, il est à 75% de passes réussies. Hein. C'est assez impressionnant vu la zone où il joue et les ballons qu'il reçoit. Surtout que tous ses partenaires sont à 55% au total. Donc, ouais, voilà. Pour la stat, il y a que Lindelof, Ekdal et Forsberg qui font mieux que lui dans l'équipe. Et alors Christophe, j'espère que tu n'as pas les stats devant les yeux de tous les joueurs. Alors, on m'a spoilé une stat, Maxime Brigand m'en a envoyé, je sais pas si c'est celle-là, qui est que Albin Ekdal, qui est pourtant au cœur du jeu, a touché autant de ballons qu'Unai Simon. Bah, Albin Ekdal a fait 9 passes. Albin Ekdal, il a touché 19 ballons. Ma question était, en dehors de Robin Olsen, qui a tenté 28 passes avec une réussite de 20%, qui est le Suédois qui a tenté le plus de passes? Tenté? Oui. Je viens de dire, ça va pas durer une demi-heure, Lustig. Alors non, mais comme ça je vais pouvoir faire toute la liste. Lustig a tenté 13 passes, il en a réussi 60%. Dans ces 13 passes, il y a 4 longs ballons. D'ailleurs, t'as pas donné les compos d'équipe. Hein. Ah bah je vais les donner après. Mais si, je les ai donnés juste avant en fait. Je les ai donnés avec Flo. Oui, je vais même parler de Mathieu Marcus Berg. Et alors combien de longs ballons parmi les 28 passes de Robin Olsen? 23. Flo? Je ne sais pas.
28, 27. Oui, bonne réponse de Flo, bravo, 28 longs ballons sur les 28 ballons qu'il a joué. Alors que sa réponse, c'était vraiment, j'ai pas envie de jouer à ton jeu. J'ai senti, je suis arrivé, j'ai vu sa tête complètement désintéressée. J'ai vraiment quelqu'un qui m'aime pas dans cette équipe, mais pas mal la bonne réponse, 28 longs ballons sur 28 passes tentées. Donc voilà pour la suite, et c'était Sébastien Larsson qui avait touché le plus de... Ah, j'hésitais à le qui dire. avait tenté le plus de passes derrière Robinson avec 17. Non, et pour terminer sur Ishak, la séquence qui m'impressionne le plus, c'est celle où il arrive à s'en sortir et il a la lucidité et la justesse de voir qu'il y a Marcus Berg au deuxième poteau, Christophe, qui est vraiment, c'est-à-dire qu'il a pas forcément l'occasion de vivre ces moments-là à la Real Sociedad, parce que la Real Sociedad a beaucoup de ballons et cherche à construire patiemment avec joue au foot quoi finalement, du nombre et des combinaisons. Mais de le voir dans ce registre-là, c'est aussi peut-être le truc où tu te dis, pour une équipe qui a des sous mais qui va jouer contre plus fort, te dis ah ouais, même si un jour on est dominé, bah il peut faire ça aussi. Oui, mais ça fait partie, on le savait déjà avant ce match, hein. Mais le fait qu'il ait transité par Dortmund, qu'il ne soit pas imposé et qu'il était vendu, je suis pas sûr que c'était le meilleur calcul. Ouais, de pas garder la main sur un tel joueur. C'était l'époque où ils avaient recruté 14 mecs lors d'un mercato. Les 14, les 14 plus hypés de l'été, il y en avait très peu qui étaient sortis du truc. On avait déjà des doutes un peu sur la politique à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a pas trop payé, quoi. Quand t'as trop de joueurs à suivre et à développer, vraiment c'est plus possible. En tout cas, t'avais raison, hein, la Suède, c'est non, quoi. Alors même si, je pense qu'on est un peu, alors pas complètement, mais on est un peu le cas. T'as ça parfois avec des joueurs, c'est-à-dire des mecs qui te disent il est trop fort, alors que en fait non. Et quand le mec devient trop fort, ils disent tu vois, tu regardais pas, mais il était toujours trop fort, alors que non, il y a eu une évolution en fait. Il y a eu ce truc sur Lukaku un peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire des gens te disent mais vous l'aviez caricaturé et tout. Non, il y avait quand même un côté où il était pas du tout à ce niveau-là quand il a émergé au plus haut niveau. Je pense que toi t'as un peu ce truc-là, c'est-à-dire que tu ne l'as pas fait, hein, mais tu pourrais dire, tu vois, je vous avais dit la Suède c'est cataclysmique. C'était quand même pire qu'en 2018, mais en fait, quand tu vois cet effectif-là, pour moi, c'est honteux, en fait. C'est un côté grotesque, en fait, parce que la plupart des joueurs sont quand même plutôt des bons joueurs de foot. Donc, Mais je sais pas si tu te rappelles, mais dans un des épisodes de 2018 où je les avais descendu parce que j'en pouvais plus de cette équipe, j'avais dit mais je suis sûr que dans 2-3 ans ça va être dégueulasse parce que là ça a marché en été, etc. Et ça par contre j'ai vraiment envie de le retrouver parce que j'avais dit j'espère que cette équipe reviendra jamais, qu'elle sera éliminée dans tous les premiers tours et tout. Bon malheureusement je suis sûr qu'ils vont passer. En plus et je pense qu'ils vont mettre Kulusevski à la place de l'ami Larsson et ses 36 ans couloir droit, et t'auras du coup Berg, Ishak devant et Forsberg, Kulusevski sur les côtés. Tu vas dire ça pourrait être un truc pas mal, et en fait ils vont gagner 1-0 sur une transition menée par Kulusevski qui va repiquer, la balle va être repoussée, Ishak va la pousser dans le but vide, et ils vont passer juste en ayant 4 ou 5 points. Non mais la bonne nouvelle c'est qu'Ishak est là quand même. Ça donne un argument pour regarder la Suède, parce que les Kiese-Thelin et Guidetti, c'était... J'ai de la compassion pour Flo qui l'a connu à Bordeaux, mais c'était plus possible, quoi. Équipe d'ailleurs championne d'Europe espoir contre un Portugal génial. Là aussi, je crois que déjà à partir de ce moment-là, j'avais détesté un peu les Suédois. Et d'ailleurs cette génération, je vois pas, j'imagine qu'il y en a d'autres joueurs qui sont arrivés en A, mais on les voit pas avec le ballon. Bon après on verra si d'autres équipes arrivent à garder un peu le ballon contre l'Espagne. Ça se trouve on a sous-estimé un peu l'Espagne et ils vont avoir 85% de possession. Après tu peux les presser aussi, hein. Je veux dire il y a un moment où tu peux essayer de monter ton bloc et de ne pas balancer en touche. Alors après, Robin Olsen ne sait pas balancer un ballon proprement. Donc, c'est-à-dire, des fois, il trouvait des touches. J'imagine qu'il aurait peut-être aimé trouver une tête et que ça aboutit sur une phase de conservation, mais bon. En plus, les Suédois ont avancé leur bloc une ou deux fois à la 20e, aux alentours de la 20e minute, précisément. Et les Espagnols ont rendu le ballon sur ces séquences. Il y en a eu 2 dans le match. Je pense qu'ils se sont dit, leur laisser 90% de possession, c'est un peu trop. On va remonter un peu, on va faire une séquence de pressing pour monter à 15% et être moins ridicule. Mais non, c'est arrivé une ou deux fois et les Espagnols ont rendu la balle sur ces séquences-là. Donc voilà, petit détail inutile du match. Mais je l'ai pris en note. Et d'ailleurs, c'est les dernières notes que j'ai prises. Tiens, ils remontent leur bloc. Voilà. Mais il me semble que par rapport à ce que tu disais sur Olsen, Christophe, que la Roma avait recruté le gardien du Betis, dont j'ai perdu le nom, parce que justement Olsen n'avait pas de pied, et qu'il il fallait un gardien avec des pieds. Oui, au final, ça n'a pas forcément marché, avec l'ami Paolo Lopez. Voilà, c'est ça, j'avais perdu son nom, mais enfin, en tout cas, c'était l'idée. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait assez long sur ce match.
On va pouvoir passer aux autres. De toute façon, on reparlera évidemment de l'Espagne, et on l'espère jamais de la Suède. Les 2 autres matchs de la journée, c'était d'abord Pologne-Slovaquie. On remonte la journée comme d'habitude. Pologne-Slovaquie, victoire 2-1 de l'équipe slovaque avec un CSC de Szczesny à la 18e minute. Je n'ai rien vu de ce match, j'ai même pas vu un résumé, vous allez me décrire tout ça, donc ça va être une expérience. Linetti égalise à la 46e et Milan Skriniar de l'Inter, champion d'Italie, donne le but de la victoire à la 69e minute pour la Slovaquie. Donc c'est un léger, pour te faire plaisir, toi qui aimes bien les anglicismes, Flo, un léger upset. Oui, après pas 2-1 la Pologne. Comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et comment ils ont fini à 10, vas-y, raconte-moi tout, j'ai rien vu pour le coup, je suis l'idiot utile comme souvent. Alors je vais essayer de pas faire un tunnel trop long dans l'essai à Christophe. Alors d'abord on a vu la Pologne en possession dès les premières minutes de jeu, où on a eu droit à un 3-1-5-1 en possession de la part des Polonais, avec donc derrière la ligne de 3 Bednarek, Glik et Berezutski, je me rappelle jamais. C'est pas bien grave. Berezinski, Flo. Berezinski, merci. Le 1 évidemment devant la défense, c'était Krikoviak. Ensuite sur les côtés, on avait, désolé pour la prononciation, je vais le faire à la française, c'était Josviak côté en tant que piston droit, et Ribus, l'ancien lyonnais, piston gauche. Et ensuite on avait donc c'était 3-1-5-1 avec vraiment 3 quasiment numéro 10 qui étaient entre les lignes, qui étaient de gauche à droite Linetti, Zelinski et Mateusz Klich, et devant on avait Lewandowski un cran plus haut. Et donc tu vois, ce 3-1-5-1, tu dis bah c'est intéressant, c'est comme l'Autriche un petit peu, ça peut rappeler Nagelsmann qui a déjà sorti ce système dans certains grands matchs de Ligue des Champions. Guardiola l'avait fait, je sais pas si tu te rappelles du match, Flo, contre Chelsea en championnat, avec Rodri derrière Sterling, Torres et Jesus et Agüero en 9. Alors les joueurs n'étaient pas les mêmes, hein. Là, la liste que je viens d'égrener n'est pas celle que t'as donnée. Mais justement, c'est ce que j'allais ajouter, c'est qu'il y a une problématique avec ça, c'est qu'il y avait quand même énormément de joueurs derrière le ballon, et que à la perte du ballon. Alors évidemment, le point positif, c'est que quand les Polonais trouvaient par exemple un décalage dans le dos, trouvaient un des pistons, genre Ribus, t'as de suite le 10 qui peut faire l'appel dans le dos du latéral, genre appel de Linetti, et puis tu crées un décalage puisqu'en face c'était un 4-4-2 côté slovaque. Et de la même façon, t'avais Josviak côté droit, avec l'appel de Klich dans le demi-espace qui permettait de créer un décalage aussi et d'approcher la surface de réparation. Le problème de ça, c'est qu'à la perte du ballon, c'était très très dangereux, parce que le premier mec capable de réagir à la perte, c'était Krikoviak. Et en plus, derrière, au niveau du marquage préventif, Berezinski, Glik et Bednarek, généralement, à la perte de balle, ça reculait automatiquement pour éviter de se faire prendre de vitesse. Ce qui fait que leur contre-pressing ne fonctionnait pas, ou très peu. Et du coup, à l'inverse par exemple de l'Autriche qui avait plutôt été pas mal, ils ont pris des vagues en contre où si les Slovaques réussissaient à sortir du contre-pressing, du pressing à la perte, derrière ils avaient 40-50 mètres balle au pied où ils pouvaient remonter le terrain et aller jusque dans le dernier tiers quasiment de la Pologne, et avec des situations de peut-être pas forcément d'égalité ou de supériorité numérique, mais c'était un 4 contre 5 ou un 3 contre 4 ou des choses comme ça. Et t'ajoutes à ça le fait qu'en 1 contre 1, les défenseurs polonais étaient absolument catastrophiques, plus le carton jaune rapidement pris par Krikoviak justement pour une faute tactique pour couper une transition. Et tu arrives un petit peu à cette histoire du match où les Slovaques ouvrent le score sur un petit peu un coup de chance quand même, parce qu'il y a le coup de bol à la fin avec l'erreur de Szczesny, mais globalement la Slovaquie s'en tire parce que la Pologne n'avait pas les moyens de son projet de jeu, à l'inverse de l'Autriche qui avait des joueurs compatibles. J'ai l'impression que pour la Pologne, pour les Linetti, les Zelinski, etc., jouer de cette manière-là, c'est pas automatique, parce qu'il n'y a pas forcément l'école Salzbourg ou l'équivalent d'une école Salzbourg là-bas, quoi. Je pense que ça joue un petit peu. La compo slovaque en face, Dubravka dans les buts, une défense à 4, je vais aller de droite à gauche avec Pekarik, Satka, Skriniar et Thomas Subochan qui joue latéral gauche. Oui, c'est normal. Titulaire latéral gauche lors d'un Euro en 2021, c'est Thomas Subochan. C'est la folie. Au milieu de terrain, si tu m'aides Christophe pour les prononciations, parce que tout ce qui est à l'est de Strasbourg te concerne, Kuka et Romada, je sais pas, il y a un H devant, je sais pas comment ça se prononce.
à droite Araslin, à gauche Mac, Hamsik en 10, derrière Duda. Voilà, je pense que j'ai vraiment pas respecté certains noms, mais bon, je suis pas très bon en slovaque, donc s'il y a des gens qui maîtrisent, ils pourront nous corriger sur Twitter ou sur Discord. Du côté de la Slovaquie, que retenir, Christophe? Est-ce qu'Hamsik est toujours un joueur de foot après son exil? Est-ce que Bocan est au niveau d'un Euro? Je sais pas, j'ai vraiment rien vu, parce que je vois des stats où la Pologne a quand même 58% de possession malgré l'exclusion à la 60e minute. Et j'imagine que le fait que la Slovaquie passe vite devant derrière a dû jouer et qu'après la Pologne a récupéré le ballon. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Soit la déception de voir cette Pologne ou la surprise de voir une Slovaquie compétente, sachant que je ne sais même pas si elle a été compétente, disons, elle était, alors le terme est pas joli, enfin il est un peu dévoyé, elle était pragmatique, mais dans les deux côtés, c'est-à-dire on associe souvent pragmatique à l'aspect défensif. Défensivement, elle était bien en bloc. Honnêtement, la gestion de la surface, parce que c'est vrai que la Suède, par exemple, a très bien géré sa surface défensivement, même si elle laissait les choses. Pareil, du côté slovaque, Skriniar, elle a mis 7K. Notamment, voilà, c'était très propre, ça suivait bien les décrochages quand il fallait, ça savait dégager les ballons sans commettre de fautes. Enfin, là-dessus, il y a pas grand chose à dire une fois que t'as dit simplement que les mecs étaient bien disciplinés, tout ça, qu'ils ont bien géré leur zone. Mais c'est quand même un élément important du match. Donc là-dessus, il y avait une vraie capacité à être pragmatique, à pas non plus s'enflammer, pas ouvrir des espaces pour Lewandowski, par exemple, vraiment savoir quel joueur serrer. Et inversement, tu pouvais plus facilement laisser de l'espace à Josiak ou Ribus sur le côté. Bon, pareil, je fais la prononciation française, hein, c'est pas du tout ça. Je la connais, mais bon, comme je vais faire la moitié en polonais et la moitié en français pour celles que j'ai oubliées entre-temps, on va rester sur de la francisation. Et donc là-dessus, mais aussi pragmatisme offensif, c'est-à-dire qu'une fois, alors je sais pas si c'était identifié ou pas, mais en tout cas, il y avait une vraie volonté de Araslin et de Mac, notamment d'aller simplement jouer les 1 contre 1 en permanence, quitte à les perdre. Bon, sachant qu'ils les ont pas mal réussi, typiquement sur le premier but où c'est une Landreau, hein, ça tape le poteau, ça tape Chesney, ça rentre. Mac élimine, je crois, 3 joueurs. Et alors ça passe pas à chaque fois, mais puisque finalement, alors genre par exemple l'Espagne aurait pu tenter plus puisqu'elle récupérait facilement les ballons, là la Slovaquie, elle les récupérait pas facilement, mais elle n'était pas forcément en danger quand la Pologne l'avait, voire elle avait la possibilité d'être dangereuse en transition, donc du coup c'était finalement pas gênant d'y aller. En plus, bah puisque tu joues tes 1 contre 1 sans forcément de soutien, bah tu gardes toujours 6, 7, 8 personnes derrière le ballon. Et oui, Mac et Arasun qui sont des joueurs corrects de leur championnat respectif, hein, mais c'est pas, voilà, ils sont pas habitués. Enfin, Racine, par exemple, à Sassuolo, c'est plus un super sub qu'autre chose. Bah, ils ont fait quand même pas mal de dégâts, donc ça dit quand même quelque chose, je pense, de la défense polonaise, plus que de leur qualité individuelle, qu'on connaît, qui sont honnêtes, hein, mais c'est pas Kingsley Coman et Arjen Robben. Donc ces deux-là intéressants. Duda, propre en numéro 9, on le connaît, mais bon, rien de fou à signaler. Hamsik, intéressant entre les lignes, enfin voilà, disponible, qui fait jouer. Encore une fois, c'est la Slovaquie savait comment défendre son camp, savait qu'il y avait la possibilité de partir en transition, les a joués, et quand c'était surtout sur l'attaque placée, sachant que je trouve qu'il y a eu plus de possession que ce à quoi je m'attendais côté slovaque. Je savais vraiment que ça serait du 35-65, finalement c'était un petit peu plus. Donc bah t'allais toucher ces joueurs de couloir qui allaient provoquer, et il n'y avait pas forcément besoin de plus, et il n'y avait pas besoin d'attaquer à 6 ou 7. Donc c'était propre, sans folie, avec un plafond quand même qui est pas super haut, mais la capacité à ne pas se trouver, parce que typiquement Bocan qui prend son, alors je suis désolé du coup Bocan, je le fais un peu en local, qui prend son jaune au bout de 20 minutes, enfin moi je suis persuadé qu'il finit pas le match, hein. Sincèrement je le dis sur le moment, je me dis le deuxième jaune il va le prendre, et finalement c'est l'ami Krikoviak, le sosie de Michael Vendetta, qui a pris lui son deuxième jaune sur sa limite, sa deuxième intervention défensive du match, hein. Les deux il les rate et il fait 2 fautes, mais oui, non, Slovaquie, pas grand chose à dire. Et pour la Pologne, c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Flo, j'ai un peu le sentiment finalement que Paulo Sousa, et malheureusement ça fait un peu redite, en fait je parle du coup de Paulo Sousa pour faire un peu une relance avec Flo, parce que Flo a peut-être des choses à dire sur son approche en tant qu'entraîneur, puisqu'il l'a connu du côté de Bordeaux, et en fait il a la même approche en tant que sélectionneur.
à savoir qu'il a une vraie idée tactique qui est très poussée, mais j'ai l'impression qu'il en demande beaucoup trop à ses joueurs, et moi je mets ça à son débit en fait, parce que c'est bien d'avoir beaucoup d'idées, mais si tes joueurs les comprennent pas, mieux vaut parfois prendre du recul, ne pas surcoacher. Alors même si cette équipe-là, elle est pas incroyable, et si tu ne la coaches pas, si tu laisses en autogestion, elle va pas gagner tous ses matchs non plus. Mais tu vois, là j'avais l'impression, je sais pas, d'avoir un dresseur de chiens habitué à faire des parcours canins où tu vois les chiens qui slaloment partout, qui passent dans les obstacles, qui font des courses, etc., qui arriveraient avec des ours, et genre il leur dirait allez vas-y l'ours passe entre les trucs, etc. Genre l'ours il fait enfin il peut pas faire grand chose d'autre quoi. Et tu peux être le meilleur professeur avec des chiens et dire non mais ça il faut faire ci, il faut passer sur le petit pont, etc. L'ours bah non, enfin c'est un ours quoi, donc il peut faire d'autres choses, mais ça l'intéresse pas, laisse-le être un ours. Et là j'ai l'impression que les Polonais en fait tu leur demandes d'avoir une espèce de jeu de position, d'occuper tous les couloirs de jeu, alors que bah c'est pas forcément l'identité de cette équipe-là, et t'aurais peut-être mieux fait de simplement mettre Lewandowski dans la surface et lui balancer des ballons. Je dis pas que c'était plus intelligent ou que c'est un projet de jeu très passionnant, mais là tu t'exposais sans forcément en tirer les bénéfices. Bah Flo, sur Paulo Sousa, est-ce que tu veux réagir? Est-ce qu'il y a des problèmes qui t'ont rappelé ce que les Bordelais ont vécu également? Pas vraiment, parce que les problèmes à Bordeaux étaient différents et étaient dans d'autres zones du terrain, puisque là les Slovaques ont attendu, donc à Bordeaux un des premiers problèmes c'était ne serait-ce que relancer et ressortir les ballons. Là vu qu'il n'y avait pas de séquence de pressing, c'était pas forcément un problème, mais c'est vrai que pour rejoindre sur ce que disait Christophe, moi il y a un truc où je me suis posé la question dans le match, c'était quel était l'intérêt de partir, et on en a parlé d'ailleurs pendant la rencontre, de partir avec ce 3-1-5-1 qui, dès les premières minutes, tu vois que en termes d'équilibre, à la perte de balle, il y a que Krikoviak. Dès la première minute, d'ailleurs, il fait une faute, c'est sa première faute du match, et après il prend ses cartons à la 22e et 60e minute. Mais tu te dis que à la perte de balle, ça va être problématique, parce que, comme je disais, il y a Krikoviak en couverture, qui est pas forcément le joueur le plus vif pour jaillir aujourd'hui et pour couvrir de grands espaces, parce qu'il y avait de grands espaces à couvrir dans sa zone. Et derrière, 3 défenseurs qui vont plus être attirés par le fait de reculer pour pas être pris dans le dos, plutôt que faire du marquage préventif. Et pourquoi tu pars de suite avec cette idée de 3-1-5-1? Pourquoi tu cherches pas à assurer, entre guillemets, ou tu mets un 3-2-4-1 avec certes un joueur de moins, mais un mec comme Clear, tu le mets à hauteur de Krikoviak, il peut t'apporter d'autres choses avec sa qualité de passe, avec en plus une sécurité supplémentaire en cas de perte de balle pour assurer la couverture quoi. Ça par exemple, je me suis posé la question parce que finalement même à 1-0 contre eux, tu voyais qu'ils continuaient à prendre le risque de prendre des vagues, alors qu'il suffisait peut-être juste de faire reculer un gars pour avoir peut-être un équilibre un peu plus assuré, et peut-être assurer des temps de possession un peu plus longs dans la moitié de terrain adverse. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai pas compris, sachant que je dis que Clear peut le faire, mais Linetti je crois qu'il en est capable aussi, et Zielinski aussi. Donc ça m'a un petit peu surpris, et c'est vrai que il y avait des joueurs mis dans des cases, et on avait l'impression que, à l'inverse de l'Autriche par exemple, qui avait été un petit peu capable d'improviser et quand Sabitzer allait d'un côté, il y avait une compensation, etc. Là, tu sentais que les mecs étaient dans des cases précises et qu'il n'y avait pas de possibilité vraiment d'improvisation, de sortie du circuit, de permutation entre deux joueurs pour essayer de créer de moduler un peu le système. Tout le monde est dans sa case, parce qu'on maîtrise pas tellement le projet encore, et qu'on n'est pas à l'aise si on sort de cette zone-là, qu'on a bossé à l'entraînement, mais si je vais dans une autre zone, je serai moins à l'aise. Ça, tu l'as beaucoup moins senti, alors que l'Autriche l'avait bien fait, et le Danemark aussi l'avait bien fait. Ce genre d'occupation de l'espace cohérente avec de la liberté malgré tout dans l'organisation, avec des joueurs capables de permuter. Et ça, vraiment, on l'a pas vu sur la Pologne. Après, c'est, je pense, sur les 3 équipes qu'on vient de citer, peut-être le projet de jeu le plus récent. Parce que Sousa je pense qu'il arrive en janvier, et ses premiers rassemblements c'est mars avec cette équipe, donc ça reste un temps assez court, donc à voir comment ça va se passer pour la suite, pour la Pologne. Mais c'est vrai que il y a en effet un côté, il y a de l'ambition, mais pour l'instant il y a quand même pas mal de postes, pas mal de difficultés, mais il va peut-être
pouvoir développer ça s'il a le temps, parce que s'il rate totalement son Euro, il va peut-être sauter. Mais peut-être qu'il va pouvoir faire une Roberto Martinez et dire bon bah je vais avoir besoin de tel ou tel joueur et il va falloir qu'il arrive à les trouver dans le vivier polonais quoi pour son projet, s'il veut rester sur ce projet-là bien sûr. On notera quand même que la Slovaquie a été très efficace, parce que je regarde en même temps les infographies de Michael Calais, et que ils ont eu aucune grosse occasion, de ce que je vois. Vous confirmerez ou pas. En tout cas, oui, c'est ça, travers les algorithmes. Par contre, un très très beau but de Skriniar, une reprise et un enchaînement digne de Lewandowski pour le coup, dans la surface sur un coup de pied arrêté, un corner je crois. Tu me fais une belle transition, Flo, parce que Lewandowski, j'étais justement en train de regarder ses stats aussi, je vois qu'il a 5 tirs, ce qui est plutôt bien, mais quels étaient ces 5 tirs, Christophe? Est-ce que la Pologne a réussi à mettre Lewandowski dans des bonnes positions? On sait que parfois, de toute façon, il n'y a pas besoin que lui se mette dans des bonnes positions tout seul, qu'il arrive à transformer des passes moyennes en passes décisives. Là, qu'est-ce qui a existé pour Lewandowski face au but? Pas grand-chose, j'ai absolument aucun souvenir de ces 5 tirs. Il y en a un, mais j'ai plus trop le contexte. Il y a le tir bloqué en début de match où il doit la donner. Oui, c'est ça, oui, effectivement, c'est celui-là. L'ouverture. Après, il a 0 tir cadré, hein, donc je pense qu'il y en a pas mal qui ont été bloqués. Ouais, c'est ça. Mais en gros, oui, la première, il y a un décalage et il doit fixer, la donnée, il y a un face-à-face. Et il choisit de tirer, ce que je peux entendre, hein, mais ça fait un peu, je suis entouré de tocards, faut que je la joue tout seul, ou alors j'ai besoin de me mettre en confiance et en marquant assez rapidement. Mais genre, bon, de toute façon, c'est la Slovaquie, j'en aurai d'autres. Finalement, il n'y en a pas eu d'autres de ce niveau-là. Honnêtement, alors soit je suis pas passé à côté, hein, mais soit j'ai raté les trucs évidents, soit finalement il n'y a pas grand chose à en dire. Je pense que ça vaut le coup d'interroger Flo sans vouloir me défausser du truc sur cette question-là, mais enfin moi je l'ai trouvé extrêmement discret et enfin en fait discret à la fois parce que coupé de ses partenaires, ça c'est pas que lui, alors même s'il peut mieux se déplacer, mais c'est vrai que mine de rien, comme enfin voilà, on va pas revenir sur ce qu'on disait sur les positions, etc., ça aidait pas forcément quand les circuits étaient un petit peu rouillés et que l'adversaire savait un petit peu ce qui allait se passer. Mais même quand il était touché, honnêtement, ses premières touches de balle, ses orientations, bon, il y a des moments où il est dézonné, il y a un moment où il se retrouve limite latéral gauche pour demander le ballon sur un début d'action, tu sais pas pourquoi il va là. Mais globalement, je veux dire, même quand t'arrivais à aller dans sa zone, j'ai rien vu qui encore une fois, si on prend le côté j'ai aucune connaissance du foot, rien, je me mets devant la télé, je me dis pas il y a Lewandowski sur ce match, je remarque absolument pas sa qualité par rapport à celle d'un autre joueur côté polonais sur le plan offensif. Un gros axe d'amélioration quand même pour la Pologne, parce que quand t'as un joueur tellement supérieur à tous les autres, une des priorités c'est quand même de lui donner le ballon. Ça me rappelle ce que disait Simeone, il disait que bon, nous, quand on jouait, on disait il faut trouver Griezmann le plus souvent possible. Et là, ça n'a pas trop été le cas, en tout cas, ça n'a pas marché à un moment de la construction du jeu. Donc on verra comment la Pologne fait. Bon, malheureusement, le prochain match c'est contre l'Espagne, donc c'est peut-être pas là qu'ils vont pouvoir tester ce qu'ils sont capables de faire avec le ballon. Mais peut-être lors du 3e match pour espérer se qualifier contre la Suède. On verra ça d'ici quelques jours. Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur cette rencontre entre la Pologne et la Slovaquie? Peut-être un mot d'une individualité slovaque qui vous a plu? Je sais pas si Hamšík a été bon, si un autre Slovaque a été bon, Skriniar a marqué, est-ce que dans le reste il a été bon? Parce qu'on cherchait un moment des centraux qui avaient été bons depuis le début de la compète. Est-ce que ce match-là en a donné, Flo? Oui, Skriniar fait un très bon match dans sa surface lui aussi. Je crois qu'il termine, ouais c'est ça, il termine avec 10 dégagements dans sa surface de réparation et 3 tirs bloqués. C'est le record à chaque fois sur la rencontre et pas de faute commise. Enfin match très très propre de sa part avec le but en plus. Ouais, c'est peut-être une des meilleures prestations de centrale, mais je t'avoue que c'était du classique Skriniar quoi. Il a pas non plus sauté aux yeux de tout le monde, même si c'est vrai que sur l'ensemble du match t'es plus à regarder ce qui va pas côté polonais que ce qui se passe plutôt correctement côté slovaque quoi. Bon, ça marche. On regardera la Slovaquie aussi lors du prochain match contre la Suède, on verra qui aura le ballon déjà et ce qu'ils en feront. Prochain match et dernier match, c'est sans doute le plus fun de la journée. Flo, je vais te relancer parce que tous les deux on a passé un bon moment devant cette rencontre. Écosse-République tchèque, victoire 2-0 de la République tchèque, dans un match qui n'est pas forcément marqué vu du banc, parce qu'il n'y avait pas forcément de sortie de balle propre au sol, il n'y avait pas beaucoup de joueurs contre les lignes, il n'y avait pas ce que d'habitude on met en avant. Disons que c'était pas le Chelsea de Thomas Tuchel en termes de principe de jeu, parce que c'est l'équipe des derniers mois, mais il y a eu du duel, il y a eu de la bagarre, il y a eu de la castagne. Le match castagne.
il y a eu de l'intensité pour le coup, il y a eu un Patrick Schick grandiose, et c'est quand même important dans ces grandes compétitions d'avoir des mecs qui sortent des grosses performances. C'était fun, ce match. Ouais, c'était fun, c'était un match qui coupait vraiment du reste des rencontres qu'on a eues jusque-là, pour plein de domaines. Mais là, par exemple, une stat très simple, sur ce match-là, il y a eu 57 duels aériens disputés. Alors j'ai pas regardé la rencontre de ce soir, mais je pense pas qu'il y en a eu plus sur Espagne-Suède. Mais le deuxième, c'était Finlande-Danemark avec 45, donc déjà il y a 12 duels d'écart. Et si tu tombes, le troisième match, c'était Galles-Suisse avec 36 duels disputés sur l'ensemble du match. Donc là vraiment, d'un côté comme de l'autre, c'était du jeu très direct, très vertical, du bon kick and rush parfois vers ça jouait. Alors les Écossais visaient pas mal les côtés, avec O'Donnell à droite par exemple, en première mi-temps. Du coup ça s'est ressenti aussi sur le pourcentage de passes réussies, parce qu'en première mi-temps, d'un côté comme de l'autre, on est à 73% de passes réussies. Et finalement, un match par contre qui bascule. Du coup, ouais, vraiment un match de castagne. Ça se chauffait assez régulièrement dans les duels, etc. C'était assez âpre, on va dire, le match le plus costaud à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, dans ce match de clébard, Patrick Schick, c'était un petit peu le chat qui est un peu déconnecté du reste, parce que c'est pas quelqu'un forcément qui aime ce genre de match, mais qui finalement a peut-être prouvé la supériorité du félin sur le canidé, avec son doublé, et qui met ses deux buts, le premier avec une tête où il est au-dessus de tout le monde, et il décroise très bien, et puis le deuxième, ce but quand même incroyable sur une touche, en une touche où il va lober Marshall avec une courbe incroyable. Mais oui, un match éclairé par le talent de Schick. Mais ensuite, oui, c'est vrai que sur le plan tactique, c'était vraiment la castagne. C'était la castagne. Ouais. je suis en train de regarder les pourcentages de passes réussies des deux équipes. 76 contre 69. Ouais, l'Écosse a vraiment augmenté son total en deuxième mi-temps. Ils sont passés à 80%. Ils ont un peu plus posé le jeu, notamment avec l'entrée de Shea Adams. Qui a été très bon, c'est vrai. Ouais, qui a été très bon. Et la République tchèque, elle, est passée dans un côté encore plus, on va dire, minimaliste en deuxième période, avec seulement 63% de passes réussies. Donc oui, il y a eu ce changement. L'effet, le score effect a été très important, et a aussi expliqué pourquoi l'Écosse a terminé à plus de 2 expected goals à la fin. C'est que lorsque le score a été fait, les Tchèques ont quand même tenu, grâce aussi à un bon gardien, un Vaklik, qui a sorti les arrêts qu'il fallait. Ouais, on avait dit qu'il y avait beaucoup de performances problématiques chez les gardiens, mais Vaklik et Olsen ont été bons aujourd'hui. 2 belles performances de gardiens. Christophe, toi qui es un peu notre représentant tchèque, le français le plus tchèque, en tout cas de l'analyse football en France, qu'est-ce que t'as pensé de la performance de tes compatriotes de cœur ? J'ai l'impression quand même que le match de Schick embellit vachement ce qu'ils ont été capables de faire. Je vois, même un Soucek, je l'ai pas énormément vu offensivement. Alors il a une passe D, mais qui est peut-être la passe D la plus anecdotique de l'histoire du foot. Parce que c'est un contre, en fait. Il est sur une ligne de passe, le ballon va pour Schick et hop, but. Je sais pas trop quoi penser collectivement des Tchèques. Disons que j'ai pas vu la République tchèque dont toi tu rêvais, avec cet héritage un peu de Prague, hyper pressing, hyper intense, on est ultra compact. J'ai pas vu ça. Non, je l'ai pas vu non plus. J'ai surtout vu les gros bras de Thomas Kalas, par exemple. C'est parce que tu le voyais dans les duels aériens, tu le voyais ferrailler. J'ai vu... Enfin, tu vois, par exemple, tu citais Soucek, Kral et son binôme, pareil, au milieu de terrain, assez discret, finalement, et donc ces deux-là, en gros, si ton troisième axial, c'est Darida, que là, tu mets sur une espèce de rôle de faux numéro 10, mais qui, dans l'absolu, est plutôt un profil, on va dire, ça sera le plus défensif d'un double pivot, alors, voire numéro 6, mais en tout cas, c'est plutôt quelqu'un qui a un abattage énorme, hein. Je pense qu'il a toujours le record. Alors en tout cas en Bundesliga, je sais pas si c'est le record absolu d'un match de foot, mais de distance parcourue avec plus de 14 km sur un match. Je crois que c'était juste après la reprise post-Covid, il y a quasiment un an jour pour jour. Et lui, pareil, c'est pas un énorme créatif, hein, c'est quelqu'un qui surtout avale les bornes, mais si tu veux, si les trois n'ont pas quand même ce côté où ils peuvent un petit peu faire vivre le jeu,
bon, en fait, t'en arrives vite sur, soit tu vas décaler Janko ou Mazopoulos, les deux ailiers, qui vont essayer de partir en 1 contre 1, soit alors ils vont temporiser, et là, du coup, ce sera des doublements. Alors, Boril peut le faire, mais c'est tout Koufal, qui fait la passe décisive, son premier but, qui, je crois, a eu 8 passes D, 7 ou 8 passes D, en première ligue cette saison, qui est un vrai joueur, alors à la fois avec un volume colossal, hein, il court non-stop, mais qui est aussi un bon pied sur les centres en bout de course, et on a la confirmation de ce que je disais il y a 2 jours, à savoir qu'il y a beaucoup de buts sur des centres ou sur des coups de pied arrêtés, encore là sur les différents matchs du jour, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que pas beaucoup de créativité. En fait, dans un monde idéal, alors tu peux aussi avoir évidemment ce côté ultra pressing que là t'as pas forcément eu, même si, alors à voir, hein, je sais pas, mais c'est sûr que c'est plus incertain de presser quand t'es face à une équipe comme l'Écosse qui va allonger, quoi. Peut-être que ça a pu un petit peu les freiner aussi, mais c'est vrai que dans un monde idéal, en fait, tu vas toucher plus souvent Chic, qui va te servir d'appui en remise, et en gros, t'auras pas de vrai meneur, mais ça sera ton numéro 9 qui va décrocher, et qui va permettre de t'installer, à l'air de permuter autour de lui, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a un grand gabarit, mais qui est un peu comme Ishak, qui est plutôt délié, un peu dégingandé, assez élancé, très bon techniquement. Et donc... Tu me fais plaisir. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai plus retenu les biceps de Thomas Kalas, les très bons arrêts de Thomas Vaclic, et ça c'est vraiment bien, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui était très intéressant du côté de Séville, et qui l'avait rejoint après plusieurs saisons de bonne qualité, de ce que j'en voyais à Bâle, et qui a totalement perdu sa place cette saison pour la laisser à Bono. Et entre lui et Robin Olsen, finalement, t'as des gardiens qui sont un peu déclassés en club, qui arrivent à performer. Alors, est-ce que c'est viable? Je sais pas, parce que Vaclic était quand même très bon pendant des années, donc c'est difficile de dire oui, son vrai niveau, c'est les mauvais mois qu'il vient de vivre. Mais bon, il y a eu un cas de Covid au niveau des gardiens, on savait pas trop qui serait titulaire. T'as eu Koubek qui a été rappelé. Globalement, t'as aucun bon gardien, en tout cas très bon gardien, du côté de Tchèque. Donc là-dessus, tu savais pas trop ce que ça allait donner. T'as au moins cette satisfaction-là, parce que mine de rien, ton match, il est gagné par tes 2 joueurs de surface, quoi. Ton gardien, ton numéro 9, même si Chic, son deuxième but n'est pas du tout un but de surface, puisque c'est le but le plus long de l'histoire de l'Euro, si j'en crois les stats, en tout cas depuis 1980, et le fait qu'il mesure les distances. Bah, parlons de Chic, justement, je reste avec toi un peu, Christophe, parce que là, j'ai vu le Chic de la Sampdoria, c'est-à-dire le Chic élégant, le Chic créatif, le Chic propre dans ses prises de balles et qui peut même éliminer. Et ces dernières saisons étaient quand même un peu frustrantes depuis son départ de la Samp. Il y a eu ce faux transfert à la Juve un moment, ces saisons moyennes à la Roma, cette saison un peu bizarre à Leipzig où il est bon en stats mais il le garde pas, Leverkusen où il fait des stats dans une équipe qui a vécu une saison à 2 visages. Alors c'est pas une perdition, il est toujours là et il fait quelques stats de temps en temps, mais disons que quand tu le vois percer à la Sampdoria et faire la demi-saison qu'il fait à la Sampdoria avec 1500 minutes, 11 buts, 3 passes dès l'époque, tu te dis oh là, là il y a un mec qui a l'air ultra fort, dans les 2 ans il est titulaire dans une grande équipe de Serie A ou autre et il est installé et hop, et ça fait 4 ans que c'est pas le cas. C'est peut-être un euro pour le relancer définitivement. Oui, c'est ça, avec en plus des mixtapes assez drôles quand il est à Sampdoria, parce que voilà, t'as pas mal d'actions où il y avait, alors il est plus petit, hein, mais où t'avais un petit côté Ibra, où il tendait le pied un peu façon karatéka pour faire des contrôles en extension, où il faisait des sombreros, parfois sans raison, mais où vraiment tu sentais une maîtrise technique, mais qui confinait parfois un petit peu, pas au foutage de gueule, hein, mais bon, tu sentais le mec un peu facile, quoi, et de manière générale, il dégage. Sur sa saison la Samp, je trouve qu'il y a un petit côté génie. Oui, non, sur la saison la Samp, tu te dis. Mais en fait, c'est ce mélange de un peu indolence, facilité, génie. En gros, alors c'est pas le même poste, hein, mais tu peux avoir ça parfois avec des joueurs comme Pastore, plutôt des numéros 10. Là maintenant tu le vois plus avec des numéros 9 parce que dans la position numéro 10 t'as besoin d'un peu plus de tonicité. La preuve, la République tchèque était plutôt sur le fait de mettre Darida, mais je pense que c'est le joueur que sera Chic à vie. Je suis à peu près persuadé qu'il ne passera jamais le dernier palier, qu'en gros sa zone de club c'est quelque part entre Leipzig, Leverkusen, Rome, des clubs qui sont à dire 8e de finale voire quart de finale de Ligue des Champions ou demi-finale, finale de Ligue Europa. C'est déjà pas mal, mais en potentiel, et s'il a vraiment envie d'être énorme sur cette compétition, de se sortir les doigts et qu'il est un petit peu en réussite,
ça sera pas l'attaquant de cette compétition a priori, mais ça peut être quelqu'un qui, alors soit il fait augmenter sa valeur marchande si jamais t'es sur le côté transfert, etc., soit simplement vit une compétition un peu comme a vécu Barros en 2004 et se signale et le joueur qui, dans les vues du banc, dans 2 ans ou dans 4 ans, on dira comme on a dit, ah tu te rappelles de Chérichev en 2018, on dira putain tu te rappelles de Patrick Schick et tout en 2020, enfin 2021 du coup, c'était rigolo ce qu'il faisait. Donc, mais de toute façon, c'est l'un des seuls joueurs de très haut niveau de cette équipe, voire même le seul joueur de très haut niveau. Hein. Les autres, voilà, tu les trouves à West Ham, tu les trouves à Udine, tu les trouves au Hertha Berlin. Calas, tu le trouves dans les salles de sport. D'ailleurs, j'ai jamais su vérifier. Il faisait plus de 7 mètres en longueur et j'ai jamais retrouvé cette information. Mais je pense que c'est l'un des joueurs de foot pro qui est passé le plus proche d'une carrière d'athlète, parce qu'il était très bon en athlétisme étant jeune. Mais voilà, non, mais après, enfin, tu regardes le nom des Écossais finalement, Robertson dans la hiérarchie mondiale et à son poste est plus haut que n'importe quel des Tchèques, et McTominay je suis pas sûr qu'il soit plus bas dans la hiérarchie du milieu de terrain que Patrick Schick dans celle des attaquants. Donc le fait que la République tchèque ne domine pas non plus à partir du moment où le plan de jeu n'est pas dominant, n'est pas étouffant, c'est finalement pas si logique. Si tu devais choisir un Écossais pour aller à la bagarre avec toi, Flo, ce serait lequel? Je sais pas. O'Donnell Enfin, je avait... précise, à la bagarre avec toi, c'est toi plus lui contre des gens. Hein. C'est pas oui, contre j'ai bien toi. compris. Je crois que O'Donnell, le piston droit, était plutôt bien fourni. Après, personnellement, comme vient de le dire Christophe, je pense que j'y vais avec Calas. Hein. Ça me paraît le plus armé pour le coup. Mais c'est lui que Mourinho fait jouer avec Chelsea contre Liverpool en 2014, oui, non ? qui sort... Parce que Calas est passé par le Vitesse Arnhem notamment, il fait partie de ces mecs comme Piazzone qui ont été beaucoup prêtés, et ouais, qu'il avait été sorti du chapeau, c'était genre sur une 36e journée là, ou 35e journée à l'époque. Bah, c'est le match de la glissade. Ouais. Je le connaissais surtout pour ça, et je savais plus du tout où il en était. Et je vois qu'en fait à Bristol, il enchaîne beaucoup de matchs. Alors à Bristol, donc c'est pas une grande équipe du Championship, mais il est titulaire en 2e division, quoi. Et je vois qu'il a des belles stats de duel aérien, donc ça m'étonne pas. Je pense qu'il a des belles stats de biceps aussi, Thomas Calas, parce qu'il a l'air d'y aller quand il va à la salle. La question, Flo, c'était aussi pour orienter sur le style de jeu des Écossais. Il y a Hanley que j'ai bien aimé aussi dans le registre bagarre, ou McTominay qui est toujours bien dans ces moments-là. Mais le match peut être un peu laissé d'espoir quand même, Flo, pour les Écossais contre la Croatie, si ça veut sourire. Oui. Après, le fait d'avoir perdu ce match-là quand même et d'enchaîner avec l'Angleterre, je crois, derrière. Non ? Ouais, il me semble que c'est ça. Qui est-ce qu'ils enchaînent derrière ? Je sais pas comment ça peut se passer, parce que si tu perds contre les Anglais, ça peut être terminé dès le 2e match, quoi. Mais non, mais ce qui a été intéressant dans leur approche, tout à l'heure vous disiez que les Tchèques, on n'a pas forcément vu leur qualité, leur capacité à presser, comme on voit la capacité du Slavia à presser en championnat et en Coupe d'Europe. C'est aussi dû au fait que les Écossais ont volontairement, je pense, évité cette zone dans l'axe, et ont arrosé plus de longs ballons dès qu'ils en avaient l'occasion, histoire de mettre la pression sur la défense tchèque, qui a parfois eu du mal à la repousser. Je pense notamment au ballon envoyé vers le merveilleux Boril, le latéral gauche tchèque, qui fait un peu peur aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Il est moins armé pour la bagarre, mais disons qu'il est dissuasif, je pense. Tu veux pas faire ta vanne, Flo ? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Après l'Écosse, oui, une Écosse beaucoup plus sympathique que d'autres équipes britanniques qu'on a pu voir dans les Euros. Parce que plus, certes, c'était du jeu vertical, du kick and rush, mais il y avait quand même une certaine envie de faire autre chose que d'attendre et de sortir en contre ou de balancer sur un grand neuf, quoi. Il y avait d'autres trucs. Parfois, ça pouvait même combiner côté gauche avec Robertson. On a vu un peu plus de jeu avec l'entrée de chez Adams en 2e mi-temps. Donc là-dessus, un match très plaisant, un match très différent de tous ceux qu'on a vus, mais un match agréable à voir, tout simplement. Bah, l'Écosse finit quand même à 19 tirs, hein. Donc c'était pas. Oui. Bah, ils ont vraiment poussé en 2e mi-temps, hein, parce que je crois qu'à la mi-temps on est à 6-4 ou quelque chose comme ça, et ça passe à 13-6 après la pause. Mais c'est vrai que ça s'accélère après le 2-0, quoi. Schick met le 2e,
Et après le 2-0 qui arrive à la 52e minute, il me semble, Oui, je suis en train ça. de chercher directement. Voilà, sur les minutes restantes, on est à 12-4 en faveur de l'Écosse. Alors que... ça peut revenir à 2-2, j'allais dire, Florent, sur la fin de match. Oui, ça peut revenir à 2-2 en effet. Alors que justement les Tchèques avaient plutôt bien repris la mi-temps et bon, peut pas dire qu'il marque sur un temps fort quand tu marques un but pareil, mais ouais, les Tchèques sont bien repartis, ils ont mis le break au bon moment, enfin ils ont fait le break au bon moment et derrière ils ont tenu tant bien que mal. C'est vrai que leur défense était beaucoup moins imperméable que d'autres qu'on a pu voir. Mais bon, ils ont tenu, ils ont pris leurs points et par contre, ce sera intéressant de voir leur style de jeu et leur capacité à presser face à l'Angleterre ou face aux Croates d'ailleurs avec leur milieu de terrain. Là, il y aura peut-être une opposition qui permettra de voir leur vrai potentiel. Parce que c'est vrai que sur ce match-là, ils auraient pu tomber dans un piège, ils s'en sont tirés, tant mieux pour eux grâce à Schick. Et peut-être que les deux prochains adversaires leur correspondent plus, même si l'écart de joueurs est quand même plus grand entre les sélections. Je vois très bien le côté écossais, ce serait le côté Koufal qui va beaucoup embêter. Alors soit Gvardiol, soit un autre, mais je pense qu'il y a un truc où ils vont vraiment déborder non-stop côté droit et balancer les centres dans la surface face à nos amis croates. Mais non, juste dire que y a finalement peu de nuls et que du coup ça va aussi un petit peu conditionner les places de meilleur troisième parce que du coup forcément, il y a moins de déperdition de points. Un nul, c'est 2 fois 1 point, alors qu'une victoire, c'est 3 points. Et là, finalement, il y a pas mal d'équipes, tu vois, typiquement la République tchèque, la Finlande, la Slovaquie, qui ont déjà 3 points. Et du coup, je veux pas dire que ces équipes-là ont un pied au tour suivant, mais si dans le groupe de la France, par exemple, t'as pas mal de nuls et que t'as des équipes qui se retrouvent à 2 points après 2 journées, ce qui est possible, genre tu joues les deux gros, voilà, c'est les places de meilleur troisième, ça arrange pas le groupe de la France où tu peux plus facilement avoir des nuls où les gens se font perdre des points les uns les autres entre équipes un peu favorites. C'est-à-dire que le Portugal qualifié après 3 nuls lors de l'Euro précédent, ça c'est quelque chose qui a beaucoup moins de chances d'arriver, par exemple. Voilà. Écoute, on verra ça, de toute façon on verra déjà demain comment ça se passe dans ce dernier groupe, ce groupe F. Après ce serait quand même bien que l'Écosse mette ses joueurs de foot sur le terrain, genre Che Adams, Ryan Fraser et même Gilmour qui est pas rentré du tout. Son Tierney s'est pété à l'échauffement, donc ça aussi c'était même si c'est pas le meilleur joueur du siècle et que voilà c'est un cran plus bas, mais c'est vrai qu'il y avait moyen de faire des choses encore un peu plus sympathiques. Parce que j'ai rien contre Dykes, Armstrong, McGinn, compagnie, mais je sens qu'il y a certains registres qui préfèrent aux autres. Et, un petit Gilmour au milieu de terrain, ce serait plutôt sympa vu ce qu'on a vu de sa part du côté de Chelsea. On verra comment ça se passe pour l'Écosse lors des 2 prochains matchs, donc contre l'Angleterre, puis contre la Croatie. En plus, en période où l'Écosse demande son indépendance, ça peut être assez sympa de voir comment ça va se passer contre l'Angleterre lors du prochain match là. On verra bien comment ça se passe en termes de géopolitique. Déjà avec les Balkans, c'était assez fun certains matchs. On repense à l'ami Arnautovic, qui s'est quand même fait fermer la bouche littéralement par Alaba, pour éviter de dire des conneries sur le terrain. Qui a dû s'excuser d'ailleurs depuis, je sais pas si vous avez vu, mais qui a posté un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'il n'était pas raciste. Donc gros début de compétition pour lui. C'est déjà des démentis enfin voilà, pour être obligé de faire ce démenti-là, tu vois, moi j'ai jamais eu... Moi, mon plus gros démenti, c'est, je sais pas, genre, non, je ne déteste pas Morata. Enfin, tu vois, c'est donc que tu te mets dans des situations un petit peu étonnantes dès le départ. Ouais, mais un jour, tu devras faire un démenti sur Zidane, je pense, de face à la pression populaire, Christophe. Ça ne tardera pas. Un jour, quelqu'un te mettra en embuscade sur cet avis. Tu pourras parler de Nedved, justement, qui était ta comparaison type, ou Totti, d'ailleurs. Mais Totti, bref, je veux pas non plus finir dans les mêmes filets que toi. Pas comme David Marshall qui a fini dans ses filets. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait dire la même chose que Patrice Ferry. Donc voilà, je donne cette info, je n'ai pas encore réussi à la process, comme on dit, dans le marketing. Voilà pour ces 3 rencontres. Donc demain, on reviendra évidemment sur France, Allemagne et Portugal-Hongrie. Mais d'abord, on va passer au pari avec PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les pronostics avec PMU.fr, où j'ai cru entendre Flo avant de démarrer l'enregistrement qu'on n'était pas si mal sur les paris depuis le début de la compétition. Est-ce que c'est vrai ?
J'ai l'impression, j'ai pas encore eu confirmation avec les chiffres, mais là par exemple aujourd'hui, pour le coup, je fais 1 sur 2 puisque j'avais joué but de Lewandowski, victoire de la Pologne, ça s'est pas du tout passé, et la victoire de la République tchèque face à l'Écosse, donc ça s'est passé, ça fait 1 sur 2 et la cote était à 2,90 ou 3, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai aussi fait 1 sur 2 parce que j'avais joué le Happy Bet pour faire plaisir à Christophe. Oui, c'est vrai. Avec but de Chic ou Soucek. Donc, Soucek, je sais pas comment faut le dire. Moi, je refuse de toute façon de prononcer avec l'accent parce que je me ridiculise quand je le fais. Et après, je me fais insulter par mes camarades. Tes pronostics, du coup, on va commencer par toi, Florent. Évidemment, vous allez parier forcément sur les 2 matchs de demain. Il n'y a que 2 matchs demain. On va pouvoir se reposer à 15h. France-Allemagne et Hongrie-Portugal, parce que c'est la fin de la première journée. Peut-être qu'on fera un 11 après ces matchs-là, d'ailleurs, Flo. Oui, on verra. On va attendre de voir les matchs et puis... Quand on aura tout vu. Donc tu commences évidemment par France-Allemagne. Ouais, je commence par France-Allemagne et je pars sur non pas sur un pari sec sur les buts marqués ou quoi que ce soit, je pars moi aussi sur un happy bet, voilà, avec un pari croisé, quoi, 2 paris qui se croisent, et je pars sur l'idée d'un match avec plus de 2,5 buts inscrits au total et les 2 équipes marquent. Alors pourquoi plus de 2,5 buts inscrits ? Déjà parce que je pense que la France devrait marquer face à cette Allemagne-là et devrait avoir des opportunités pour marquer, notamment en transition. Donc voilà, ça c'est pour le côté français. Et pour le côté allemand, je pense aussi que le bloc bas français n'a pas été testé dans les matchs précédents, et je pense qu'individuellement les joueurs qui le composent sont moins fiables que lorsqu'ils ont affronté l'Allemagne pour la dernière fois en 2016. Ils avaient fait un très bon match, mais ils avaient concédé déjà pas mal d'occasions, et je me dis que les Français devraient quand même concéder des situations aussi face à l'Allemagne. Donc voilà, je pense que les 2 équipes vont marquer et que on s'arrêtera peut-être pas forcément à 1 partout. Donc voilà, plus de 2,5 buts inscrits au total, et les 2 équipes marquent, parce que d'un côté comme de l'autre, je pense que les 2 attaques ont des arguments pour prendre le dessus et prendre le pas sur les 2 défenses. À voir par contre si les gardiens ne décident pas de sortir des exploits dans tous les sens, parce que Lloris et Neuer sont capables de prendre feu à n'importe quel moment sur ce genre de match. La cote est à 2,30, donc voilà, pour ce premier pari. Ton deuxième match, c'est Hongrie-Portugal, le match de 18h. Alors je pense qu'il vaut mieux que tu ailles sur Christophe, vu qu'il a le même match. Et ensuite, alors je vais sur un Christophe. match après l'autre. S'il me l'autorise. Je vois sa tête un peu perturbée. Oui, non, mais je te sentirais pas, hein. Tu n'étais pas très lourd. Ouais, c'est vrai. Je pense que tu dois faire 150% mon poids. Oui, c'est possible. Bon, j'ai perdu un petit peu, là, je suis très affûté. Mais effectivement. C'est une phrase qu'on a du mal à dire généralement, mais vas-y Christophe, toi le très affûté, ça va être ça ton surnom maintenant. Qu'est-ce que tu proposes sur France-Allemagne ? Sur France-Allemagne, je te propose la France à 2,75, parce que le pari est extrêmement bien payé, que finalement, malgré toutes les réserves que je peux avoir sur certains potentiels problèmes de la France, les latéraux notamment, comment est-ce que tu fais face aux pistons, comment est-ce que tu gères la profondeur, finalement tu affrontes assez peu. En fait, j'ai pas souvenir de la France qui affronte une équipe qui joue comme l'Allemagne, sur le plan systémique et avec les forces aussi pour attaquer certaines zones dans cette configuration-là. Enfin, en tout cas, un adversaire de ce niveau-là, parce qu'il y a déjà eu des défenses à 3, mais de ce niveau-là, j'ai pas souvenir. Demi-finale d'Euro 2016 ? Demi-finale, oui. C'était la même équipe, hein, donc enfin pas les mêmes joueurs, mais c'était le même sélectionneur. Il me semble que le système était déjà à 3 défenseurs centraux. T'avais un défenseur, voire 0 en commun sur les 4 derrière. Certes. Donc, puis c'est pas... Enfin oui, non, mais j'entends que ce sera pas la même équipe, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça, mais malgré tout ça, finalement, les incertitudes que tu peux avoir, je vais pas dire que c'est de la prise de tête bête, mais ça masque quand même parfois le fait que l'Allemagne ait pris 6-0 face à l'Espagne et été obligé de rappeler Mats Hummels et Thomas Müller, parce que ça allait pas du tout depuis qu'ils étaient écartés et que tu t'es rendu compte que sans eux c'était plus compliqué. Et même si je pense que cette équipe allemande va mieux, il y a pour moi quand même un gap qui existe. Alors
au niveau talent, ça serait peut-être un peu sous-estimer la progression de certains Allemands, notamment ceux qui ont gagné ou qui ont fait finale de Ligue des Champions. Mais, enfin, gagné surtout, parce qu'il y en a pas qui ont fait finale. Gundo. Mais, ah oui, c'est Gundo, tiens. Mais malgré tout, il y a quand même une équipe qui est beaucoup plus sûre de sa force que l'autre. Et je pense que la France est capable, même sans avoir des circuits ultra travaillés, simplement sur la capacité des hommes à bien s'entendre sur le plan offensif, à trouver des réponses à tous les problèmes. Je pense que la France peut marquer 3 buts. Je pense qu'elle peut aussi en prendre 1 ou 2. Mais ouais, victoire de la France qui est quand même l'énorme favori pour à peu près tout le monde. En fait, c'est la cote de 2,75 qui me convainc d'aller sur ce match-là sans réfléchir à des paris un peu alambiqués. Juste le résultat sec, tu vas prendre le parti de choisir une victoire de champion du monde en titre. Ça me semble être un choix finalement assez modeste et plutôt bien récompensé. Match en Allemagne, on précise. J'avais dit la même chose pour l'Écosse et bon, ça n'avait pas du tout fonctionné et le pari de Flo est passé. Donc j'espère que ce sera la même chose pour toi, Christophe. Donc on revient à Flo d'ailleurs avec le Hongrie-Portugal. Je te relance. Où tu pars du coup sur le Portugal. Oui, je pars sur le Portugal, mais avec un petit tweak. Je pars juste sur le premier but portugais marqué en deuxième mi-temps. Parce que il y a beaucoup de alors en plus ça va être complémentaire du pari de Christophe, mais il y a beaucoup de matchs jusque là où le favori entre guillemets va débloquer la situation en deuxième mi-temps. C'est arrivé pour l'Italie, alors c'est pas arrivé pour l'Espagne, mais c'est arrivé pour aidez-moi, je suis déjà perdu dans tous les matchs qu'on a vus. C'est arrivé pour les Pays-Bas aussi, il me semble. Je sais même plus quand est-ce qu'ils marquent leur premier but. Bref, c'est arrivé quand même pour pas mal d'équipes. Voilà, les gens s'en rappelleront mieux. Bref, les gens auront déjà compris évidemment. C'est arrivé à la Finlande aussi, même s'ils dominaient pas. Mais voilà, l'idée c'est de partir sur le fait que on va rentrer au petit trot côté portugais dans le tournoi, avec une première mi-temps où ça va peut-être s'observer, mais ça risque d'être un petit peu fermé, et du coup que le match se débloque en deuxième mi-temps. C'est arrivé aussi à l'Angleterre, voilà, qui me revient face à la Croatie avec le but de Sterling, et je serais pas surpris, voilà, qu'on suive un petit peu le même chemin avec un Portugal qui domine et qui du coup doit attendre quand même la deuxième mi-temps pour un petit peu passer la seconde, accélérer et faire la différence. Donc le premier but du Portugal en deuxième mi-temps, c'est coté à 2,80. Christophe, ton pari, j'allais dire rejoint celui de Flo, mais c'est complètement faux, parce que c'est Flo qui s'est inspiré de toi, qui a pris ta roue, comme il l'a dit, il a sucé ta roue comme Cadel Evans lors de son Tour de France. Explique-nous ça. Oui, j'aime bien le terme inspiration, j'aurais plutôt qualifié ça de vol éhonté. Fallait me le faire passer avant. Après tout, il y a bien des morceaux qui ont été remixés et dont on se rappelle surtout de l'original. Après, c'est vrai que tu ne m'as pas aidé en faisant passer Florent en premier, alors que je t'ai envoyé des paris et que Florent envoyait les siens 3 minutes après. Donc mon pari, c'est le score exact à la mi-temps, égalité 0-0 à 2,45. Je vais pas répéter tout ce qu'a dit Florent, avec lequel je suis en parfait accord, sans doute parce que c'est moi qui avais cette idée, j'imagine. Finalement, le truc où il pourrait y avoir un éventuel désaccord, ça serait le but hongrois. Et je ne pense pas que les Hongrois marqueront. Je pense que, surtout sur un premier match, il y aura quand même finalement ce qu'on a assez souvent vu, à savoir l'équipe favorite qui tient la balle et l'équipe outsider qui est plutôt contente de la laisser et qui ne se livre pas forcément. Je pense pas que ça sera dans les proportions prises par le match de la Suède, mais voilà. Et on sait que ce Portugal-là, dans le doute, n'attaque pas trop, ne surjoue pas trop, donc je pense même pas qu'il y aura une capacité des Hongrois à exploiter beaucoup de transitions. Je pense que les Portugais feront ça assez prudemment, quitte à accélérer en seconde période, mais c'est pas le style de la maison de faire des excès de romantisme. Donc du coup, un match qui pourrait se débloquer en seconde période, mais qui sera à mon avis assez calme, assez stéréotypé sur la première rencontre, avec 1 ou 2 occasions côté portugais et pas grand chose côté hongrois. Ça me donnerait un 0-0 2,45 à la mi-temps. Le match se déroule en Hongrie, il me semble, non? Comme tous les matchs hongrois, avec voilà, une jauge totale à 100%, la seule jauge maximale de 7€. Ça peut être plutôt sympa, parce qu'en plus c'est une redite de 2016. Absolument, et un 3-3 légendaire. 3-3. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Où le Portugal aurait pu sortir d'ailleurs. Avec un. Oui. C'était Zuzak qui avait été en feu là, qui
Et T'as vu la prononciation, Christophe? Et Zoltan Guerra qui met le premier, je crois. Il me semble. Et Zuzak, je crois que c'est 2 coups de pied arrêtés, 2 coups francs, ou alors des frappes suivant un coup franc. En tout cas, les buts, c'est des buts à 0,1 XG, les 3 buts en droit. Mais ils ont le mérite d'exister. Hein. C'est des Diamanti ou des Kostic qu'il avait claqué Emil Zuzak. Merci, messieurs, pour cet épisode. On va essayer de pas faire plus long que ça. On se retrouve donc demain pour débriefer longuement le France-Allemagne, et puis on parlera aussi un petit peu du Hongrie-Portugal. Ciao! Salut! Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast, c'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.